Nous allons maintenant passer à la suite de la séance en donnant la parole à Stéphane Renaud de Nancy. Est-ce qu'il est là? Oui. Qui va nous parler des traitements innovants en oncologie et en oncologie et radiothérapie, c'est-à-dire chimiothérapie et radiothérapie. C'est ça? Vous avez la parole. Merci. Je remercie bien évidemment l'Académie de chirurgie de son invitation et plus particulièrement le professeur Massard. Donc je vais essayer effectivement dans les quelques minutes que j'ai de vous parler un petit peu des dernières innovations qu'il y a pu avoir en oncologie thoracique ou en radiothérapie et voir si finalement ces innovations sont partenaires ou adversaires du chirurgien. Alors en tout cas, dans le monde de l'oncologie thoracique, ces dernières années ont vraiment été très excitantes puisqu'on a eu énormément d'innovations avec des connaissances de plus en plus importantes grâce au progrès de la biologie moléculaire sur différentes altérations de cancer. Et ça a permis le développement de très nombreuses thérapeutiques, mais aussi de la même façon, les avancées technologiques, les modifications de l'imagerie et les avancées dans l'imagerie ont aussi permis de développer un certain nombre de techniques de radiothérapie. Alors finalement, avant de pouvoir conclure sur le côté partenaire ou adversaire de ces différentes innovations, la première partie correspondra peut-être à faire un point sur ce qu'on a en termes d'innovation. Et donc j'ai divisé ma présentation en deux parties, les stades locaux et les stades localement avancés. Alors dans les stades locaux, c'est-à-dire les stades chirurgicaux, finalement deux grands axes d'innovation, la radiothérapie et la radiologie, mais finalement en pratique courante, on est plus souvent... on ne peut pas dire en concurrence, mais en tout cas, on a plus souvent accès aux techniques de radiothérapie. Et donc, j'axerai plutôt cette première partie là-dessus. Alors, jusqu'à présent, la radiothérapie, elle est limitée, en tout cas, dans les stades locaux, chez les maladies inopérables, pour des raisons fonctionnelles, respiratoires ou cardiovasculaires, ou en tout cas chez les patients ne souhaitant pas de chirurgie. Pour autant, il y a un certain nombre d'essais en cours ou d'essais publiés qui sont concentrés sur les résultats chez les patients qui étaient opérables. Et là, en particulier... ici une analyse sur deux essais randomisés, donc une randomisation de 31 patients qu'une radiothérapie ciblée, 27 patients de chirurgie avec des stades locaux. Et sur la survie était significativement meilleure chez les malades qui avaient bénéficié d'une radiothérapie. Une survie sans récidive, pas différente entre les deux techniques, mais en tout cas pas moins bonne chez les patients qui avaient bénéficié d'une radiothérapie et de façon importante, et je reviendrai un petit peu dessus après, pas de différence significative en termes de récidive ganglionnaire ni de récidive à distance, puisque un des arguments chirurgicaux, en tout cas à l'heure actuelle en comparaison à la radiothérapie, c'est la réalisation d'un curage ganglionnaire. Et donc en tout cas cette étude, effectivement, en dehors du nombre limité de patients, peut être contredite par les chirurgiens pour un certain nombre de raisons. En premier lieu, les doses toxiques aux organes adjacents, le cœur, la moelle épinière, les poumons, bien évidemment la pneumopathie post-radique, la réirradiation impossible du fait des doses importantes mises sur le poumon et bien évidemment, je vous disais, le curage ganglionnaire. Pour autant, les techniques de radiothérapie, elles continuent à évoluer et en particulier, on voit arriver les techniques de protonthérapie qui se sont développés et qui ont les mêmes bénéfices thérapeutiques que la stéréotaxie, mais qui par contre ont de très larges avantages sur le plan dosimétrique, avec de très faibles doses délivrées aux organes à risque, et là, une réirradiation possible. Alors nous, on a toujours notre argument du curage ganglionnaire. Alors petit exemple d'une patiente avec un petit nodule ici dans le lobe inférieur droit, chez laquelle on réalise, dans le cadre d'un protocole, la recherche d'une ganglion sentinelle. Et sur la petite vidéo, vous voyez donc la veine cave se situe ici. Et le premier relais ganglionnaire, alors je ne vous ai pas montré toute la vidéo, c'est le thymus ici qui fixe. Hein. Je ne vous ai pas montré la vidéo, mais on voit très bien le réseau lymphatique qui suit tout le parenchyme, puis qui vient croiser la cave et qui vient ici au niveau de ce ganglion. Alors une des questions qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce qu'on fait bien aussi de toute façon notre curage ganglionnaire, puisque c'est un de nos arguments. Je ne suis pas sûr que tout le monde aurait systématiquement été curé cette zone ganglionnaire pour cette petite lésion très périphérique qui se situe dans un petit segment du lobe inférieur droit. Pardon. De la même façon, une des autres limites qu'on a actuellement, c'est l'analyse de ces ganglions, puisque sur les techniques standards dont on dispose, environ 35% des atteintes néoplasiques ganglionnaires ne sont pas vues à l'histologie standard. Donc malgré notre argument d'amélioration du staging et d'amélioration de nos thérapies périopératoires, pour autant, on passerait à côté de 35%. Et petit exemple, chez cette patiente en particulier, alors c'est noté sous-aortique, mais c'est une erreur de l'IBOD qui l'a stadifié, puisque c'est du 3.
Mais en tout cas, ce ganglion qui part donc sur un protocole sentinelle et qui est analysé par des techniques un petit peu particulières, d'immunohistochimie, de l'ensemble des coupes étagées, on lui trouve 3 foyers tumoraux inframillimétriques qui n'auraient pas été vus selon notre anatomopathologiste si jamais on avait fait des coupes standards. De la même façon, une des questions qu'on peut se poser actuellement, et justement avec le développement de toutes les thérapies qu'on a, dont l'immunothérapie, sur lequel je reviendrai après, qui permettent de booster le système immunitaire, c'est justement l'altération du système immunitaire par le curage qui favoriserait derrière une fuite du cancer, puisque finalement ce système immunitaire est là aussi pour se défendre contre le cancer et favoriserait les récidives. Et alors que juste à présent, c'était un petit peu quelque chose du domaine, entre guillemets, du fantasque, ce papier, en l'occurrence sur un modèle murin de cancer du poumon métastatique, a très bien montré que chez les malades chez qui ont réalisé un curage, non seulement ils mourraient beaucoup plus vite, il y avait une réponse un peu moins bonne à l'immunothérapie, pour autant, l'absence de curage ou l'utilisation de certains types d'immunothérapie permettait de rattraper en termes de survie. Donc là encore, il y a peut-être quelque chose à faire de notre côté. Et je terminerai là-dessus, en tout cas sur la partie locale, avec d'autres thérapies qui sont en train d'arriver, de la même façon que le TAVI permet de changer des valves en percutané sans avoir à réaliser de sternotomie. Il y a des techniques de thermoablation, en particulier par micro-ondes, qui sont en train de se développer par fibroscopie bronchique, avec un essai qui vient de se clore en Angleterre et dont les résultats sont très attendus. Et donc peut-être que dans l'avenir, on sera challengé sur nos stades locaux par ce genre de technique. Alors concernant les stades localement avancés, deux grandes thérapeutiques finalement actuellement, ce qu'on appelle les inhibiteurs de checkpoints, donc qui font partie de ces immunothérapies qui vont permettre de booster le système immunitaire, et les inhibiteurs de tyrosine kinase chez les patients dont le cancer présente certains types de mutations. Alors, je vous le disais, la biologie moléculaire a permis de connaître un grand nombre finalement de mutations, dont en particulier la mutation de l'EGFR, qui est un récepteur qui finalement permet la cancérisation et dont la cellule cancéreuse est dépendante. Et en utilisant un certain nombre de thérapeutiques, très nombreuses ont été développées, on va pouvoir bloquer cette cellule et tout simplement induire sa mort. Alors ces thérapeutiques, initialement, dans les stades métastatiques, elles ont montré des résultats assez fantastiques, avec une large amélioration de la survie sans récidive et de la qualité de vie des patients. Et forcément, il y a eu un switch par la suite vers les stades chirurgicaux, avec un certain nombre d'essais, en particulier en adjuvant dans les stades locaux. Alors il y a eu énormément d'essais en adjuvant, je vous en cite quelques-uns. Ce premier essai, en fait, où ils avaient randomisé chez des malades chirurgicaux l'utilisation de ces traitements, les TKI, contre un placebo. Alors cette étude qui initialement devait inclure 670 malades s'est arrêtée uniquement après 38 patients, et en particulier du fait des effets secondaires des traitements. Un autre essai par la suite, mais là plutôt en analyse de sous-groupe, où ils sont plutôt concentrés sur les patients qui présentaient cette mutation et non pas la totalité des patients tout venant, avec là par contre un bénéfice significatif en termes de survie sans récidive après la chirurgie. De la même façon, là beaucoup moins de patients, mais 15 patients, et là encore chez ces patients un bénéfice en termes de survie, ce qui avait montré en tout cas que ces traitements devraient probablement être proposés à une population assez spécifique de malades, et c'est ce qui a amené un essai récent qui a fait beaucoup de bruit, l'essai ADORA, qui a inclus, lui, 682 patients qui avaient été randomisés avec l'utilisation en adjuvant de ces thérapies, donc de ces TKI ou d'un placebo. Alors, il est critiquable pour un certain nombre de raisons. Une des raisons, c'est que les données actuelles ont une maturité très faible. Pour autant, la survie sans récidive à 2 ans est significativement plus élevée chez les patients qui ont bénéficié de ce traitement et donc qui avaient cette mutation en comparaison à ceux qui ne l'avaient pas, avec un hazard ratio très faible. L'autre point, et je vous en parlais avant, c'est justement l'immunothérapie dont l'objectif va être de booster le système immunitaire, de réactiver le système immunitaire pour lutter contre les cellules tumorales. Alors ça, de la même façon, dans les stades métastatiques, ça a montré de très très bons résultats. Donc bien évidemment, c'est arrivé aux stades chirurgicaux. Ça, c'est le premier essai qui avait été réalisé sur les stades chirurgicaux avec, là encore, des malades locaux à localement avancé. Donc 22 patients qui avaient bénéficié avant la chirurgie de cette immunothérapie en traitement d'induction. 21 patients amenés à la chirurgie, dont 20 patients R0, et déjà des résultats très encourageants, puisque 45% des patients sur la pièce opératoire avaient une réponse pathologique majeure, donc 15% avaient une réponse complète, et 40% avaient un downstaging pathologique. Ça a bien évidemment entraîné énormément d'essais. Je ne vais pas tous les citer.
Il y a celui-là, en tout cas, qui est intéressant, avec l'association, là encore, en néoadjuvant de chimiothérapie et d'immunothérapie dans des stades localement avancés, avec 86% de réponses pathologiques majeures et 71% de réponses pathologiques complètes. Ce qui est assez impressionnant quand on compare ce qui est attendu avec les thérapeutiques dont on dispose actuellement, en particulier la chimiothérapie, puisque la médiane de réponses pathologiques complètes dans la littérature, elle est 4%. Et en fonction des études, la réponse pathologique majeure est entre 20 et 22%. Donc bien évidemment, énormément d'autres essais en association avec beaucoup d'autres thérapies. Et là, avec une petite synthèse, donc des différents essais publiés sur ces traitements, l'immunothérapie en particulier, avec en haut de l'écran ici la réponse pathologique majeure et en bas la réponse pathologique complète. Alors vous le voyez, bien évidemment, il y a des études qui sont négatives, en particulier cette étude qu'on pourrait considérer comme négative avec uniquement 17% de réponses pathologiques majeures ou 18% ici. Et ça, encore une fois, c'est un élément qui montre que très vraisemblablement, il faut savoir sélectionner nos patients et les thérapies qu'on leur propose. De la même façon, on s'est posé la question en néoadjuvant, la question se pose en adjuvant, avec beaucoup d'essais en cours sur l'immunothérapie, mais des résultats qui sont attendus plutôt entre 2024 et 2027. Alors pourquoi finalement l'utiliser a priori plutôt en néoadjuvant, en adjuvant? Et bien, l'objectif, c'est d'utiliser les antigènes qui sont produits par la tumeur pour stimuler cette population lymphocytaire. Et a priori, ça permettrait en plus de maintenir une réponse immunitaire dans le long cours. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce downsaging tumoral qu'on voit nous permettra par la suite de changer un petit peu la quantité de parenchyme qu'on retire et finalement faire un petit peu comme dans le sein, où ils font beaucoup moins de mastectomie totale qu'avant et faire des résections un petit peu moins importantes. Alors pour autant, ce traitement par immunothérapie, il a l'air très bien sur le papier, il amène quand même un certain nombre de controverses. En particulier, l'immunothérapie induit une inflammation énorme. Cette inflammation, elle va favoriser la fibrose hilaire, ce qui va rendre les dissections plus difficiles, avec des temps opératoires plus longs, des taux de conversion dans la littérature plus importants. Et je vous recite ici cette première étude qui avait 54% de conversion en thoracotomie. Alors, il y avait uniquement 20 patients dans l'étude, mais quand même, le taux est assez important. Des taux de complications hémorragiques plus importantes, là encore liées à des difficultés au niveau de la dissection hilaire, et se pose la question des chirurgies retardées, des progressions ou pseudo-progressions qui sont liées finalement, en tout cas à l'imagerie, à une fausse augmentation en taille de la tumeur qui est liée à cette réaction inflammatoire et des ganglions, des pneumopathies induites par l'immunothérapie et des difficultés de cicatrisation, ce qui pourrait en particulier poser un problème dans les résections anastomoses et en particulier bronchiques qu'on peut être amené à faire. Les autres controverses, elles sont justement, et je vous le disais, sur cette sélection de patients, puisque à cause de cet effet de progression ou pseudo-progression, les critères radiologiques que l'on a actuellement ou d'imagerie nucléaire sont un petit peu débordés. Et dans l'étude dont je vous parlais avec ces 50% de conversion, on a 45% de patients qui finalement ont une réponse pathologique majeure, mais uniquement finalement 10% qui présentent une réponse au scanner. Donc il y a une véritable discordance entre ce qu'on voit et ce qui se passe vraiment finalement au niveau de la tumeur. Cet effet également, cette progression, cette pseudo-progression radiologique ganglionnaire qu'on appelle l'immune flare, qui est liée elle aussi à cette infiltration lymphocytaire au niveau des ganglions, qui donne faussement l'impression que le malade progresse alors que ce n'est pas le cas. Et ça amène un certain nombre de questions. Comment on va faire finalement pour savoir exactement qui on doit opérer? Et ça, peut-être que dans l'avenir, le développement de nouvelles technologies comme la radiomique, l'intelligence artificielle vont permettre de nous aider. Est-ce qu'il faudra qu'on aille vers un restaging invasif systématique? Ou est-ce qu'on pourra céder des cellules tumorales circulantes qui semblent être, elles aussi, un outil peut-être pour pouvoir décider quel patient on doit opérer? Et je terminerai quasiment là-dessus avant de conclure. Chez ces stades localement avancés, une des alternatives à la chirurgie est la radiochimiothérapie. En association à l'immunothérapie, elle donne d'excellents résultats avec ici l'essai Pacifique qui montre que ces patients qui ont eu de la radiochimiothérapie alors, il a un peu âgé de 69 ans. Une survie globale et une survie sans récidive significativement plus importante que ceux qui n'en ont pas eu, avec une limite, c'est un taux plus élevé de récidive loco-régionale. C'est là aussi que pour nous, ça pourrait être un petit peu intéressant. C'est l'association peut-être radiothérapie, chimiothérapie, immunothérapie, chirurgie, les traitements quadrimodaux, comme on dit dans la littérature, puisque la radiothérapie, en association à l'immunothérapie, aurait l'effet en fait de booster le système immunitaire, d'induire ce qu'on appelle l'effet abscopal, et donc non seulement d'agir sur la tumeur locale, mais surtout
d'aller agir sur les métastases à distance en augmentant le système immunitaire. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt, nous, chez le patient en particulier oligométastatique, pour pouvoir qu'il présente donc une tumeur locale et 3 lésions à distance qui elles aussi sont traitables localement, d'utiliser ce genre de traitement? Donc en conclusion, difficile de conclure, en tout cas sur partenaire ou adversaire. Il y a une chose qui est sûre, on parlait de l'évolution rapide et de l'hyperspécialisation de la chirurgie, et ben on y est finalement dans cette chirurgie thoracique oncologique, où probablement on devra aussi s'adapter et évoluer avec ces différentes innovations. Dans les stades localement avancés, avec bien évidemment toutes les difficultés induites par l'immunothérapie et de dissection, mais les résultats qui semblent être plus qu'intéressants pour le patient, de discuter les traitements voire quadrimodaux. Ça nous posera la question à nous chirurgiens de quel malade il faudra sélectionner et quelle technique on doit mettre en œuvre pour pouvoir sélectionner complètement nos patients. On pourra se poser la question de cette épargne parenchymateuse, comme le font finalement les chirurgiens du sein qui ne font quasiment, très peu de mastectomie. Le chirurgien, il aura ce rôle important justement puisqu'on sera dans cette place de sélection des patients qui bénéficient d'un traitement néoadjuvant, qui on opère derrière, et ça aura tout son intérêt justement sur les protocoles de recherche et en particulier néoadjuvant, avec tout cet intérêt que finalement les résultats sont obtenus rapidement. Je pense qu'il faudra qu'on amène à s'interroger sur nos techniques de curage ganglionnaire. Est-ce que nous aussi, maintenant, avec le développement de nouvelles technologies, on peut aller vers le ganglion sentinelle? Est-ce qu'on doit modifier nos techniques d'analyse histologique? Est-ce que finalement, en faisant ce curage, on n'a peut-être pas l'immunité de nos patients? Et est-ce qu'on ne favoriserait pas la récidive par l'évasion immunitaire tumorale? Et je pense qu'il faut aussi qu'on soit attentif aux techniques endoscopiques, en particulier celles de thermoablation par micro-ondes, pour qu'on ne connaisse pas le TAVI en oncologie thoracique. Merci. Bravo, merci beaucoup. Merci Stéphane pour une belle synthèse en 15 minutes d'un problème très vaste et surtout, je dirais, pour un plaidoyer un peu spécial. J'ai bien compris que tu plaides à ce que le chirurgien thoracique ne soit pas un technicien de salle d'op, mais un oncologue qui sait opérer. Oui, tout à fait. Je pense que c'est nécessaire dans notre spécialité qu'on ait des connaissances aussi bien chirurgicales, puisque c'est comme notre cœur de métier, mais bien évidemment oncologiques, et en particulier pour pouvoir sélectionner les patients et être au centre de ces protocoles de recherche.